fait, on a récupéré un Mini qui était tout cassé, donc un Mini 650, qui était un Pogo 1 quand j'avais 16 ans, et on l'a retapé et j'ai commencé en fait à naviguer donc au large sur ce bateau qu'on avait réparé. Et c'est vraiment depuis ce temps-là que m'est venue la passion pour le large et surtout le solitaire. Depuis, en fait, j'ai plus de bateau et je navigue un peu sur le bateau des autres. Je pense que la compétition, c'est pas forcément lié à la voile, c'est un peu au quotidien. Ça, c'est dans chacun. En fait, j'ai essayé plein de sports, hein, mais j'étais pas forcément très bon dans les autres. Du coup, je cherchais quelque chose où je pouvais un peu plus exceller. Et la voile, pourquoi la compétition? Parce que en fait, quand on récupère un bateau qui a potentiel de faire de la course, et ben on essaye. Et moi, ça m'a vraiment plu en fait. Hein, ce côté régate, c'est vraiment excellent. Et puis, et comme j'ai grandi quand même, j'avais la passion des coureurs qui m'ont bercé mon enfance. Enfin, j'avais toujours ce Graal sur lequel je voulais atteindre et voilà, la compétition au large, c'était ce Graal qu'il fallait atteindre. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Donc, bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille David Baudard. Bonjour David. Bonjour. Que David, en quelques minutes tu pourrais te présenter s'il te plaît? Eh ben écoute, j'ai 35 ans cette année. Je vis à Hennebont, qui est une ville à côté de Lorient, dans le Morbihan, Bretagne Sud. Et je suis marié et 2 enfants. Voilà. Toi, tu es plutôt côté voile. Comment ça a commencé du coup cette passion pour la voile? Alors je suis marin et chef d'entreprise aussi. Et mon côté marin, il a commencé assez tard en fait. J'étais pas forcément adepte de la voile étant jeune, mais mon père a toujours été passionné par les bateaux et j'ai quand même grandi à travers toutes les revues imaginables de récits de marins à l'époque, des Perron, des Bourgnon. Et un beau jour, en fait, je me suis dit, je vais essayer quand même. Ça a l'air sympa. Et je suis allé naviguer un petit peu. Alors au début, j'ai pas trouvé ça terrible. Hein. J'ai commencé en fait à l'adolescence, à 14-15 ans. Et je préférais plutôt aller jouer avec les copains après l'école qu'aller faire du bateau dans le froid en hiver en Bretagne. Mais au bout du compte, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à de plus en plus apprécier la chose. C'était pas facile au début parce que c'est assez dur au final. Hein. Et de fil en aiguille, je me suis un peu forcé et j'ai pris de plus en plus de plaisir et me voilà maintenant à faire des transats sur des super bateaux, tout simplement. Superbe. Alors, pour bien comprendre l'évolution, tu commences sur de la voile légère du coup, ou t'étais tout de suite sur des gros bateaux d'habitable en croisière Alors j'ai fait un petit peu de croisière avec mes parents, mais assez peu au final. Non, en fait, on commence toujours par les petits bateaux. Hein. Faut commencer petit. Les petits dériveurs. On avait un club qui s'appelait Kerguelen. Voilà, on commençait à faire des cours, des stages d'été, des choses comme ça sur des petits katas. Et après, en fait, assez rapidement, en fait, on a récupéré un Mini qui était tout cassé, donc un Mini 650, qui était un Pogo 1 quand j'avais 16 ans, et on l'a retapé et j'ai commencé en fait à naviguer donc au large sur ce bateau qu'on avait réparé. Et c'est vraiment depuis ce temps-là que m'est venue la passion pour le large et surtout le solitaire. Et vous l'avez encore? Non, alors ça c'était mon premier bateau. Je l'ai gardé quelques années parce que j'y suis allé vraiment crescendo pour l'apprentissage. On l'a gardé, on a dû le garder 3 ou 4 ans.
Et après, en fait, je suis passé sur des modèles un peu plus courses, donc qui étaient aussi des Mini 650, mais qui étaient le modèle d'après, le Pogo 2. Et là, j'ai commencé à faire des transats et vraiment le circuit à fond. Où j'ai commencé à gagner mes premières courses, hein, qui était quand même l'aboutissement d'un long travail. C'était vraiment un moment d'exaltation incroyable, la première victoire. Et donc j'ai eu ce Pogo 2, après j'ai fait encore du mini, j'ai eu un proto qui était qui est toujours d'ailleurs le bateau le plus rapide de l'Ouest, qui est le 865, qui est le premier, enfin qui est le deuxième SCO dessiné par David Raison, qui sont des bateaux un peu révolutionnaires à l'étrave toute ronde. Et donc ça c'était mes bateaux. Depuis en fait j'ai plus de bateau et je navigue un peu sur le bateau des autres. Ok. Tu disais que c'est arrivé tard comme intérêt, on va dire, pour cette voile. C'est vrai que c'est pas courant. En général, ceux en tout cas qu'on connaît l'ont très vite, très tôt. Qu'est-ce qui te fait dire du coup, c'est quand le moment qui t'interpelle en te disant, en fait, je vais faire de la compétition de ça. Tu vois, comment tu es passé du curseur de je suis pas intéressé à je suis intéressé à je vais faire de la compétition? Je pense que la compétition c'est pas forcément lié à la voile, c'est un peu au quotidien. Ça c'est dans Ok. chacun. Et non en fait j'ai essayé plein de sports, hein, mais j'étais pas forcément très bon dans les autres. Du coup je cherchais quelque chose où je pouvais un peu plus exceller. Et la voile, pourquoi la compétition? Parce que en fait, quand on récupère un bateau qui a potentiel de faire de la course, et ben on essaye. Et moi, ça m'a vraiment plu en fait, hein, ce côté régate, c'est vraiment excellent. Et puis, et comme j'ai grandi quand même, j'avais la passion des coureurs qui m'ont bercé mon enfance. Enfin, j'avais toujours ce Graal sur lequel je voulais atteindre. Et voilà, la compétition au large, c'était ce Graal qu'il fallait atteindre. Tu gardes ça du coup comme passion en parallèle de tes études, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu fais comme études du coup? Alors les études, du coup, ça a été un peu plus court que prévu. Donc j'ai eu la chance en fait de pouvoir choisir de soit continuer les études et de faire la voile en parallèle, ou soit partir dans un métier qui touchait quand même le monde du nautisme et de la course au large. Et du coup, j'ai choisi d'aller bosser directement dans ce métier-là. Et aujourd'hui, en fait, je suis à la tête d'un chantier naval à Hennebont, où je côtoie du coup les coureurs toute l'année, où on prépare beaucoup de bateaux de course et du coup je baigne dans le milieu H24. C'est génial. Quand tu dis que tu es à la tête d'un chantier naval, pour bien comprendre, tu construis les bateaux, tu répares les bateaux, tu... Alors ma spécialité, non, c'est pas la construction. On répare un peu de bateaux, mais surtout on est spécialisé dans la peinture, dans la déco des bateaux de course et dans la préparation de tous ces bateaux qui sont extrêmement gourmands en service et qui s'abîment énormément parce que les bateaux naviguent beaucoup. Du coup, on a des gros locaux, on a une grosse cabine de peinture et on bosse ici beaucoup et on commence de plus en plus à aller chez les teams de course, notamment sur l'Orient à la base, pour bosser sur le bateau. Voilà. Et alors, le bateau qui est ramené, je suppose que c'est un bateau qui est complètement dématé, qui arrive juste avec la coque, pour que vous puissiez vous occuper de la coque, ou ça vous occupez des voiles également? Non, alors les bateaux, on a la chance d'avoir un accès direct, alors pas à la mer, mais qui est un Blavet, qui est une rivière qui se jette dans la rade de l'Orient. Et du coup, les bateaux remontent par ce bras de rivière, et on les sort ici directement au chantier. Alors soit ils arrivent dématés, soit on les démate ici. En fait, on arrive à faire toutes les manutes en interne. C'est assez bien rodé et ça marche bien. Voilà. Et ça prend combien de temps, du coup, typiquement, pour repeindre un bateau complet? Eh ben, j'ai envie de te dire, ça va dépendre de la taille. Quand on a un IMOCA qui fait 18 mètres de long par 6 mètres de large, eh ben ça prend un mois en fait à tout refaire. Et quand on a un Mini 650, on va y passer un peu moins de 2 semaines. Donc là, tu fais l'intégralité de la décoration extérieure, c'est bien ce que je comprends, hein. C'est ça, en fait, il y a des bateaux, donc vous voyez les super images dans les magazines, et ben la plupart des bateaux sont peints. Et les décos sont soit en sticker, soit en peinture. Et nous, on essaye de faire des jolies décorations que les sponsors nous envoient pour leur bateau. Et on essaye de reproduire, on reproduit à l'identique ce qu'ils ont réfléchi sur ordinateur. J'ai une question qui m'intrigue dans cet aspect-là. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle les bateaux sont en grande majorité blancs?
Parce que c'est facile à recouvrir, parce que le blanc c'est neutre en fait tout simplement. Et derrière on a quand même une problématique de comme les bateaux sont en résine, donc soit polyester soit époxy. Et ces résines-là, en fait, à la chaleur, ça peut bouger. Donc sur les bateaux qui sont noirs, le noir c'est une couleur qui va chauffer à 60 degrés au soleil, et certaines résines en fait vont bouger et voire se modifier à la température. Du coup, le blanc, c'est quand même ce qui réfléchit le plus la lumière, donc ça chauffe le moins, et pour le coup, c'est neutre, donc on peut le recouvrir facilement avec autre chose. Ok, il n'y a pas une raison pour laquelle il fallait se distinguer, je sais pas, visible par les baleines ou j'en sais rien. Non, c'est vraiment une question de le matériau initialement est plutôt blanc ou transparent et ensuite la chaleur. Ok. C'est ça. En fait, la résine, c'est un peu translucide, et le blanc, c'est facile, et ça vieillit beaucoup mieux que d'autres couleurs. Voilà. Pour bien comprendre, du coup, tu m'as dit que tu étais marié et 2 enfants. Euh, Comment tu arrives à séparer du coup cet aspect de marin qui part au large longtemps, qui peut quand même être père de 2 enfants pour s'occuper à la fois de ce métier-là en particulier? Et ben en fait tout est lié. Il faut avoir une femme efficace, j'ai envie de dire, qui qui arrive à switcher quand je suis pas là. Et c'est vrai que quand je pars pendant un mois et demi, et ben c'est elle qui gère tout. Donc c'est sûr que si je suis pas épaulé au quotidien par sa présence et son efficacité, ben je pourrais pas en fait faire ce que je fais actuellement, et on pourrait pas avoir une famille comme ça. Voilà. Donc c'est hyper important d'avoir un binôme qui puisse switcher quand elle est toute seule. Et elle te soutient dans cette activité? Est-ce qu'elle en fait peut-être elle aussi de la voile? Et ben, elle fait pas du tout de voile. Elle adore me suivre. Et après, heureusement qu'elle aime ça, sinon on serait pas ensemble. Mais non, non, elle a le mal de mer assez rapidement. Du coup, j'ai essayé, je l'ai un peu forcé, mais ça marche pas du tout. Donc, je retente tous les X années pour voir si ça bouge, mais pour l'instant, j'ai pas encore réussi. Quand tu dis que tu es à la fois chef d'entreprise et skipper, tu consacres combien de temps à chaque activité du coup? Alors c'est assez cyclique, hein. C'est-à-dire que quand je pars sur une saison de voile ou un programme, une grosse course, je vais y passer 80% sur la course et 20% à gérer le chantier en arrière. Après globalement sur une année c'est plutôt 70% pour le chantier et 30% pour la course en termes de temps. Après, il y a vraiment des années où oui, où je passe énormément de temps sur l'eau à naviguer, mais ce sont des choix. C'est des années où du coup je travaille moins, je gagne moins d'argent, mais je me fais une belle évasion mentale. L'aspect de saison dont tu parles, il a une date en particulier dans l'année? Comment tu définis une saison du coup? Les saisons, en fait, on navigue quand même quand il fait assez beau, hein. On va commencer au printemps jusqu'à l'automne, et du coup automne, hiver, moi je suis à fond ici au chantier où les bateaux naviguent pas, où j'entretiens du coup et je répare les bateaux des concurrents notamment. Mais la saison, ouais, c'est ça, ça commence avril pour se terminer fin septembre. Et après, quand on commence à taper dans des transats comme la Jacques Vabre, où là on a eu des départs fin octobre qui nous ont emmenés jusqu'à décembre. Mais bon, comme on va au Brésil, on a plus ce problème de saison parce qu'on passe dans l'hémisphère sud et du coup il fait tout de suite beaucoup plus chaud. Tu emploies combien de personnes du coup sur ton chantier aujourd'hui? Alors je suis tout seul à l'année, et après moi j'ai des indépendants qui viennent pour m'aider sur les gros dossiers de peinture. Et du coup l'hiver on essaie de tourner à 3-4. Alors parlons un peu de cette Jacques Vabre. C'était quand ta première participation? Et ben la Jacques Vabre, j'en ai fait qu'une, donc c'était celle de l'année dernière. J'ai eu un petit coup de fil en fin d'année 2018 par mon ami Louis Burton, qui est le skipper de l'IMOCA Bureau Vallée, et qui me propose qu'on fasse la Transat Jacques Vabre, qui est une course en double, et qu'on la fasse ensemble. Alors du coup, j'ai été super heureux et tout de suite emballé par la proposition, parce que c'est un super projet sur des IMOCA qui sont quand même la classe qui marche fort. Donc c'est les bateaux du Vendée Globe. C'est des super machines de course, voilà. Donc c'était vraiment super. Et on s'est entraîné toute l'année 2019. On a fait des courses de pré-saison, et avec comme objectif d'être fin prêt pour cette Jacques Vabre.
et un départ du Havre, et c'était incroyable, une course fantastique avec une arrivée au Brésil. C'était vraiment un souvenir, un super souvenir. J'ai vraiment beaucoup apprécié, et ça m'a fait énormément de bien de renaviguer. Et en plus, on n'a pas été non plus hyper nul. On a fait quelques bons trucs, donc c'est vraiment génial. Voilà, c'était super. Donc à refaire absolument. Tu pourrais nous décrire un peu cette sensation d'être au milieu de l'Atlantique où il n'y a rien derrière, rien devant, rien à droite, rien à gauche? Ah, ça c'est une question pas facile. Je pense qu'on a surtout un sentiment. Alors, il y a plusieurs choses qui se mêlent. Il y a un peu la liberté parce qu'on est contraint par rien. Ça c'est vraiment se détacher du quotidien terrestre. Ça c'est vraiment une chose incroyable. Et on a juste entre parenthèses, à gérer le bateau, qui n'est pas une mince affaire, mais voilà, cette sensation de liberté, elle est vraiment importante. Et après, il y a quand même quand on est au milieu de nulle part tout seul, eh ben, on est tout seul. Et ce qui veut dire que le moindre pépin, eh ben, c'est un peu compliqué à gérer. Donc il y a cette petite omniprésence pas de peur, mais voilà, d'anxiété qui peut amener à avoir un mélange des deux, voilà, de bonheur et un petit peu d'anxiété. Et ça dure quoi en général 3-4 semaines à peu près cette transat? C'était quoi, une dizaine de jours, une 10-15 jours? La Jacques Vabre, non, c'est un peu plus rapide. Sur les IMOCA, on a mis 17 jours. Ok, donc sur Imoca, 17 jours. Et donc, est-ce que vous croisez peut-être de temps en temps à vue des concurrents, ou est-ce que c'est vraiment suffisamment large dans l'Atlantique pour que vous ne vous voyez pas? Alors nous, on n'en a pas croisé beaucoup. On en a au départ, forcément, parce qu'on sort de la Manche, donc on a quelques croisements avec les bateaux. Et à l'arrivée, on est arrivé en fait à 3 bateaux je crois en une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc on les a retrouvés à la fin. Mais sinon, au milieu de l'Atlantique, non, à part des cargos, on croise pas grand monde. Après, on a quand même sur ces bateaux-là des connexions avec la Terre, parce qu'on a les téléphones et on a Internet pour récupérer les fichiers météo. Donc on a en fait une cartographie qui est mise à jour plusieurs fois par jour sur la position des concurrents. Donc on les a virtuellement, mais après non, on voit personne. Enfin, on ne parle à personne d'autre que son binôme. On a un système AIS où on voit les cargos, en fait, leur position, leur vitesse et leur trajectoire. Donc avec ça, on arrive à les éviter. Donc ça pose pas de problème. On fait attention. Après, quand on dort, après ça arrive malheureusement de temps en temps, surtout quand on dort. Voilà, ça peut arriver de se percuter. Mais bon, moi j'ai eu la chance de ne pas encore avoir ce malheur. Et vous n'avez pas un système d'alarme qui prévient justement avec ces calculs qu'il y a une route qui va croiser l'autre? Si, en fait, le système AIS, il revient sur l'ordinateur, et l'ordinateur, lui, il nous calcule des routes de collision, 6 routes de collision il y a. Donc après on essaye de modifier les routes pour pas aller trop près des cargos, mais ça nous est arrivé de passer, on va dire quoi, aller à 50 mètres des cargos. Donc c'est quand même des bateaux qui vont vite et qui peuvent pas modifier leur vitesse ni leur route comme ça. Il leur faut presque plusieurs heures en fait, hein, quand ils sont lancés. Donc on s'est fait quelques frayeurs, mais on a toujours fait attention. David, pour reprendre un peu sur cette formation de la voile, est-ce que tu as eu un coach en termes de voile? Est-ce que c'est quelqu'un en particulier qui t'a accompagné? Comment tu t'es formé? Comment tu as monté en performance? Alors au début, pour apprendre la voile, moi j'ai pris des cours pour vraiment les b.a-ba. Après j'ai appris un peu par moi-même. J'ai eu quelqu'un qui m'avait un petit peu chapeauté pendant mes premières années, où j'ai commencé à faire tranquillement de la course au large. Et au moment où j'ai voulu passer en mode performance, donc là je suis passé au pôle de Lorient pour m'entraîner. Et là, il y avait une personne qui s'appelle Tanguy Le Glatin, qui est l'entraîneur de Lorient, qui nous a, en fait, qui m'a appris à régater. Et donc c'est grâce à lui en fait où on peut performer maintenant sur l'eau. C'est lui en fait qui m'a appris à être meilleur, à performer sur les manœuvres, sur les choix de voile. Enfin voilà, c'est des journées et des journées à passer à naviguer, à faire des manœuvres en flotte, hein, on a plusieurs bateaux.
Et donc c'est comme ça qu'on performe. Et puis après, il y a pas mal de théories aussi sur la course, la stratégie, la météo, toutes ces choses-là. Donc il y a quand même beaucoup de boulot pour performer. Et c'est un travail très très fort. Et voilà, quand on veut être sur le haut du podium, bah, il faut beaucoup bosser. Et comment tu l'as trouvé ce coach? Comment tu fais aveuglément confiance à quelqu'un comme ça? Quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était un peu ses débuts à lui aussi. Il était là depuis quelques années, mais en fait, assez vite, on le voit, on voit à quelqu'un s'il est performant, si voilà, enfin, sa façon de faire, ça s'est assez vu rapidement et de toute façon, rapidement sur les courses qu'on a fait avec notre groupe à nous, ça a très bien marché. Donc c'est clairement la bonne option. Voilà. Et depuis, ce coach l'orientait, il en a mis quelques-uns sur le devant de la scène. Voilà. Typiquement, quand tu cumules deux vies comme ça, est-ce que tu saurais nous dire ce que tu fais de tes journées du coup pour avoir un peu plus un ordre d'idée? Qu'est-ce que tu fais le jeudi par exemple? Euh, En fait, on pourrait même rajouter une catégorie, la catégorie père de famille, qui Effectivement, rentre en pardon. jeu. Oui, très drôle. Ah non, c'est sûr. Le jeudi, en fait, bon, il y a la vie de famille qui est assez quotidienne, qui est enfin en période classique. Après, et ben aujourd'hui, on est en période un peu hivernale, en période de confinement. Donc aujourd'hui, je ne fais pas de bateau parce qu'on n'a pas le droit d'aller faire de bateau. Donc je fais que travailler, mais en période classique, à cette époque-là, en mars, non, je suis quand même concentré encore sur le boulot. Après, si tu me prends un jeudi au mois de juin, bah, je pourrais dire bah là, je suis parti en convoyage pour aller emmener un bateau sur ma prochaine course. Voilà, je vais passer la nuit en mer et puis je vais arriver demain matin à Douarnenez. Voilà, ça aurait pu être ça. Ça dépend de la période. Quand tu fais un convoyage de tous les bateaux ou uniquement de ceux sur lesquels tu cours? Non, non, seulement sur lequel je cours, parce que s'il fallait emmener tous les bateaux de tout le monde dans le port, on passerait un paquet de temps. Non, non, chacun est censé en fait s'occuper, enfin gérer son projet, son bateau. Après, certains font appel à ce qu'on appelle des convoyeurs, donc c'est une personne extérieure qui va emmener le bateau d'un point A à un point B, mais moi, j'essaye en fait de les faire moi-même, bah, parce que déjà, ça me permet de naviguer plus, parce que je suis pas forcément celui qui a le plus de temps pour naviguer à l'année, et ça me permet de voir si quelque chose cloche avec le bateau, donc de pouvoir gérer un petit pépin technique ou une amélioration que je pourrais faire, voilà, juste avant de partir en course. Ouais, très bien. Et tout simplement le plaisir de naviguer aussi. C'est toujours un plaisir. Tu disais que tu as effectivement une première participation à la Jacques Vabre l'an dernier. Tu as fait d'autres mini transat avant. C'est quoi? Juste pour bien comprendre, de souvenir, c'est tu mets 2 années à bien préparer la mini transat. Tu passes un peu de temps quand même sur ces sujets-là. Tu as fait combien de participations du coup à cette mini transat? Ben, ça fait un paquet de temps que je fais du mini. Enfin, c'est par là que j'ai commencé et je pense que j'en ferai toujours parce que ce sont des bateaux incroyables. Et ma première campagne de mini, c'était 2008-2009 sur le Pogo 2. J'ai fait 2010-2011 sur le même bateau. J'ai fait 2 années de pause et j'ai refait une campagne 2014-2015 sur le proto révolutionnaire. Voilà. Et depuis 2015, tu fais plus de mini? Si, j'en fais tous les ans. Alors pas tout le circuit, mais je navigue avec d'autres personnes. Il y a voilà, sur le circuit, sur des courses en double, on me prête des bateaux pour faire des courses en solo. Donc tous les ans, je fais du mini. C'est vraiment parce que c'est facile d'accès pour moi. Il n'y a pas besoin d'énormément de préparation. Puis ce sont des bateaux que j'affectionne énormément avec une classe qui est hyper active avec des gens qui sont hyper sympas. Donc c'est vraiment un support incroyable. Ok. Tu as déjà considéré participer à des routes du Rhum, sur des plus gros bateaux? Ouais, la route du Rhum, c'est quelque chose que je ferai un jour. Alors je sais pas quand.
Voilà, j'ai encore quelques années devant moi et je suis encore vraiment en forme. La route du Rhum, ouais, la route du Rhum, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Alors sur quelle catégorie de bateau, je sais pas, mais en tout cas, je la ferai un jour. Voilà, ça c'est sûr, parce que le parcours est génial, parce qu'il y a énormément de concurrents, il y a une bagarre incroyable sur l'eau. Voilà, c'est un de mes objectifs à plus ou moins court ou long terme. Ok, et tu montes sur un IMOCA avec Luberton. Ça te fait mettre un petit pied, ou en tout cas un début de ce à quoi ressemble le Vendée Globe. Ouais, exactement. Alors, en fait, pendant la course, je me suis dit, mais en fait, faire un tour du monde là-dessus, c'est quand même, enfin, c'est de la folie parce que c'est vraiment des machines hyper exigeantes qui sont de plus en plus vraiment vraiment des mécanismes complexes. Enfin, c'est pas facile à gérer. Le moindre problème, c'est très compliqué. Ça reste fragile parce qu'on va avoir des bateaux très légers. Et donc se faire un tour du monde tout seul là-dessus, sans escale, et ben c'est vraiment pas facile. Et du coup, je me suis dit non, ouais, ce truc-là, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas le faire. Mais je sais pas. Alors après, avec le recul, je me dis, je me dis que c'est vraiment, enfin, c'est l'Everest de la voile. Donc c'est personnellement, est-ce que je veux pousser si loin que ça? Aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas, je suis beaucoup moins réticent quelques semaines après l'arrivée de la course que je ne l'étais au début. Voilà. Ok. Donc, route du Rhum, c'est sûr. Vendée Globe, c'est point d'interrogation. Ah bah ouais, c'est un gros point d'interrogation et même si j'avais envie de le faire, c'est quand même des projets énormes à monter en soi et qui demandent une énorme structure avec beaucoup de moyens. Donc c'est pas je me dis pas que je vais aller faire un trail et me préparer tout seul dans mon coin. Dans le Vendée Globe, c'est une préparation personnelle, mais c'est toute une équipe avec des moyens énormes. Donc c'est pas quelque chose qui est facile d'accès. Est-ce que tu as une partie dans ta semaine de couverture médiatique entre ce qui se passe au chantier, typiquement, qui veut être présenté, aux sponsors, hein, typiquement, qui ont demandé ces peintures-là, ou à titre personnel, en tant que skipper, est-ce que tu passes un peu de temps dans la semaine avec les médias? Quand j'avais mes projets sportifs personnels et même de course en double, oui, on passe du temps sur les médias parce que c'est une partie importante du métier de skipper, hein. Il faut communiquer, il faut représenter le sponsor, faut aller voir les sponsors aussi. Il y a toute cette partie-là, donc oui, on y passe du temps. Après, c'est souvent programmé, mais vraiment la grosse emprise médiatique qu'on a quand on est marin et skipper professionnel, c'est vraiment au départ des courses, sur toute la période d'attente, ce qu'on appelle voilà la période obligatoire où on doit être sur place avec les bateaux. Et là, c'est au quotidien, c'est des interviews, des photos. C'est assez dense en termes de médias, mais vraiment sur ces courtes parties. Après le reste de l'année, c'est beaucoup plus diffus. Voilà. Mais sur ces périodes d'attente, c'est hyper fatigant, j'ai trouvé. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça hyper fatigant. C'est à la fois des photos et des discussions, de raconter un peu sa vie finalement, mais à quel point tu fais ça pour toi aussi, hein? Est-ce que c'est essentiellement pour le sponsor ou est-ce qu'il y a une partie aussi qui est pour toi? Bah, quand on a un projet de course avec un sponsor, enfin, le sponsor et le skipper sont liés, donc il faut représenter de la meilleure façon et promouvoir le sponsor. Mais en parlant du sponsor, on parle de soi. Enfin voilà, on fait la course. Voilà, c'est les deux. Les deux sont liés sur la communication. Donc oui, c'est important de communiquer pour soi aussi parce que les sponsors ne sont pas éternels et qu'il faut, enfin, et on change assez régulièrement. Voilà, suivant les supports de bateaux et ces choses-là. Donc oui, il faut que les gens reconnaissent le nom un petit peu, mais voilà, enfin quand on essaye de bien faire le boulot. Ok. Tu as des gens que tu admires en particulier, des personnes qui t'inspirent, pas forcément des voileux d'ailleurs. Euh, Coluche a été une personne qui m'a beaucoup inspiré, même s'il est décédé, je crois, un an après ma naissance,
Mais je sais pas, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu, très très humoristique forcément, mais qui a fait beaucoup parler de lui, qui voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et dans les marins, ça va rester les deux qui ont bercé mon enfance, qui sont Loïc Perron et Laurent Bourgnon. C'était vraiment deux marins incroyables qui ont bercé mon enfance et bon, j'ai jamais eu la chance de naviguer avec eux, mais aujourd'hui je côtoie des grands marins et j'ai la chance de naviguer avec de nouveaux grands marins et ça c'est un bonheur incroyable et j'apprends beaucoup à leur côté. Tu as eu des moments de blues, des moments de frustration peut-être dans ta carrière jusqu'ici, des éléments que tu regrettes de ne pas avoir fait ou dont tu es triste de ne pas avoir participé? Alors de blues et de regrets tous les jours en fait quand on n'est pas sur l'eau. Non, qu'est-ce qui, enfin, il y a forcément comme dans tout, il y a des hauts et des bas, hein. Quand on arrive enfin, quand tout se compile bien et qu'on arrive à voir ce qu'on veut à l'endroit où on veut, c'est génial. Mais dans la plupart des cas, il faut, enfin, c'est un peu plus difficile. On n'a pas toujours. Enfin, je pense que les plus grandes déceptions, ça va être les abandons de course. Quand on s'est engagé, nous, et qu'on a engagé du monde avec nous sur des courses et qu'on n'arrive pas à finir, je pense que ça, c'est les plus grosses déceptions qu'on peut avoir en tant que marin. Donc ça, c'est sûr. Et après, des regrets, c'est pas facile à dire. Enfin, il y en aura forcément, mais il faut être sûr de ses choix en permanence et il faut vraiment pas douter là-dessus parce que sinon ça marche plus. Et toi, tu as douté à un moment donné? Est-ce que tu t'es dit, enfin, tu dis que tu as 35 ans, est-ce que tu as un jour, tu t'es dit, en fait, j'en ai marre de la voile, je vais faire autre chose? Non, pour l'instant, je vais continuer là-dedans. Ça me plaît beaucoup. Mais je sais pas ce qui pourrait me faire arrêter. Peut-être un accident, je sais pas. Mais enfin, pour moi, la mer et la voile, c'est une passion, c'est ancré en moi. Donc si je m'éloigne trop longtemps de la mer, je deviens désagréable, je pense. Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Euh, Comme tu suis effectivement l'évolution des bateaux, entre autres parce que tu les touches au quotidien à les peindre, est-ce que tu penses pas que entre les foils et d'autres formats de coques, des bateaux de plus en plus grands avec les ultimes, etc., on n'est pas en train de pousser le modèle de la voile un peu trop loin, que c'est un peu too much versus ce que ça devrait être dans un sport? Voilà, est-ce que c'est pas trop? Bah, en fait, on veut toujours aller plus vite, toujours être le meilleur, et je pense que ça passe par là où on est maintenant. Qu'est-ce qui peut stopper cette évolution? Bah, le modèle économique, tout simplement. Euh, voilà, en fait, je sais pas si on peut comparer à la Formule 1 où il y a quelques années c'était ouvert à tout. Là, ils essayent de réduire les coûts parce que ça part dans tous les sens. Et oui, peut-être en voile, on est obligé de passer par là. Alors, il y a beaucoup de classes qui sont devenues monotypes où du coup ça régule un peu le modèle économique des bateaux, mais enfin, on montrera toujours du doigt le meilleur, le plus beau, le plus grand, le plus fort. Donc je pense que ça c'est un trait qu'on ne pourra jamais gommer nulle part, hein. Enfin voilà, c'est comme ça, hein. C'est ancré dans l'être humain. Voilà. Tu, tu penses pas qu'il y a un intérêt aussi, je sais pas, un intérêt économique dans cette recherche du record et de la meilleure performance? Une recherche économique, c'est-à-dire sur le point retour sur investissement ou Ouais, plus dans le sens, est-ce qu'en fait l'exploit il est pas mené systématiquement par des intérêts économiques ou médiatiques? non, je pense que l'exploit sportif, il est d'abord mené par l'envie du marin, par sa compétence. Et après, est-ce que les sponsors poussent les gars à faire autre chose? Je pense pas, hein. Je connais pas vraiment de sponsors qui imposent ou qui obligent certains marins à faire ceci ou cela. C'est vraiment un accord entre les deux qui partent ou non sur des records, sur des transats et sur certains programmes. David, pour reprendre un peu plus une question philo, est-ce que tu penses pas que depuis le temps que tu fais de la voile et de la régate en particulier, donc de la voile en compétition, tu penses pas que le dépassement de soi c'est devenu un peu une drogue pour toi?
Ça l'était beaucoup plus au début, en fait, où je cherchais toujours plus. Je pense que non, une drogue, non, c'est pour moi c'est un plaisir en fait. C'est pas une addiction hein, de se faire mal non plus. Je pense que c'est vraiment un plaisir de toujours faire mieux. Le dépassement de soi, ça fait partie du métier de marin. C'est vraiment une phase obligatoire pour être bon et pour que ça fonctionne. Mais je le prends pas comme une drogue. Moi, je le prends plus comme un plaisir en fait. Voilà. Alors maintenant, parlons de la suite dans ta carrière. C'est quoi la prochaine course du coup pour le seul programme pour l'instant? Bonne question. Cette année, je suis un peu en pause. Enfin, en pause. Je suis un peu en pause de gros projets. Je vais continuer à naviguer à droite à gauche mais sur des courses un peu plus petites, moins médiatiques. Maintenant, comme on a une année en fait où il y a beaucoup de grosses courses en solitaire, notamment, enfin le Vendée Globe à la fin de l'année. C'est une année un petit peu charnière, mais je pense que l'année prochaine, je vais avoir des trucs sympas à faire. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais cette année, c'est un peu plus cool. Donc, je vais pouvoir m'occuper un peu plus de ma famille, de mon chantier. Et ce sera très bien comme ça. Alors, admettons que tu participes à la Jacques Vabre 2021, du coup. Est-ce que tu peux nous donner un peu en détail comment tu t'y prépares? Combien de temps tu y passes? Quelles sont les étapes, les grandes étapes clés? Eh ben, déjà, il faut être soit être skipper, soit être appelé par un skipper. Ça, c'est la première étape pour Ok. pouvoir y aller. Faut voir, il faut bien s'entendre avec la personne. Hein. On part pas avec n'importe qui. C'est pas, sinon il y aurait des petits problèmes sur l'eau. Donc, globalement, on a un coup de fil, on monte un projet et derrière l'année donc de la Jacques Vabre, il y a beaucoup de courses préparatoires qui vont servir de qualification notamment, et pour améliorer le bateau, pour apprendre à vraiment manœuvrer le bateau à deux, pour se connaître un peu plus. Donc ces courses-là, après il y a une phase de préparation du bateau où on échange tous les deux en essayant d'améliorer avec l'équipe technique les points qui vont pas. Il y a quand même beaucoup de préparation par l'équipe technique. Hein. C'est un point important sur ces bateaux-là. Donc c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, un maximum d'entraînement pour être bon, enfin pour essayer d'être bon en tout cas. Et puis de la théorie, des cours météo, toutes ces choses-là qui vont s'étaler un peu sur toute l'année. Et après, on arrive donc à l'échéance qui est le départ de la course. Voilà. Euh, Quand tu dis il y a un nombre de courses à faire avant, il y a un nombre de milles nautiques du coup à parcourir, comment tu les représentes? Pour toutes les grandes courses, il y a forcément des qualifications à faire hein, pour valider et l'équipage et le bateau. Hein, on n'arrive pas Ouais. la veille d'une course hein, avec un bateau neuf et des mecs qui n'ont jamais navigué en se disant on va y aller. Ça, c'était un peu. En fait, c'était le cas dans les années 80 et il y avait quand même un peu plus d'accidents. Mais bon, ça faisait du média. Hein. Les bateaux qui se pliaient au départ des courses, c'était toujours très sympa à voir, pas pour le skipper, mais pour le public. Bon, maintenant, ça arrive beaucoup moins. Donc les courses de qualif, je me rappelle plus combien. Je crois que c'était 2000 milles qu'on avait à faire pour la Jacques Vabre. Euh, Peut-être un peu moins, quelque chose comme ça. Ok. Donc on a fait la Fastnet Race, qui est une course anglaise, qui était hyper sympa. C'est un aller-retour en fait entre Plymouth, le phare du Fastnet et Plymouth. Et on a fait le défi Azimut à Lorient où ils avaient fait un parcours spécifique pour les IMOCA en double, donc un offshore qui avait duré un peu plus de 48 heures. Ça, c'est les deux courses qu'on a fait, plus les convoyages, plus les entraînements en fait. Le bateau était basé à Saint-Malo, donc j'ai fait quelques allers-retours là-bas. Et puis voilà, ça a très bien fonctionné parce qu'on arrivait au bout sans trop de problèmes et on était toujours hyper copains à l'arrivée. Donc c'était pas mal. C'est sûr qu'une colocation finalement de tant de temps, ça demande des efforts de prendre sur soi, et tant mieux si à la fin ça va encore bien. Euh, tu m'as dit au début que tu étais plutôt quelqu'un qui faisait du solitaire. Celle-là, tu l'as fait à deux. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que je préfère? C'est deux exercices très différents, le solitaire et le double. Le double, enfin voilà, on est quand même deux solitaires sur un bateau parce qu'au final on se croise pas tant que ça, hein, parce qu'on fait des quarts. On doit être l'un avec l'autre peut-être 4 heures par jour. Le reste du temps, on est tout seul à gérer le bateau.
Et bon, le double a cet intérêt et ce petit côté sympa de pouvoir se reposer sur l'autre et de gérer à deux les problèmes, les choix météo. Donc il y a quand même beaucoup moins de doutes au quotidien sur la navigation en double. Navigation en solitaire, c'est toujours est-ce que je fais la bonne route, est-ce que j'ai la bonne voile. Il y a quand même un moment de doute incroyable et c'est là où il faut être sûr de soi et il faut rien lâcher parce que sinon on n'arrive pas à faire ce qu'on veut en fait. Donc c'est vraiment deux choses vraiment différentes. Est-ce que tu as des petits secrets à toi, des petits défis particuliers donc, que personne connaît du coup par extension, ou des éléments qui d'ailleurs sont pas forcément des défis de voile que tu as à titre personnel? Des défis personnels qui sont pas de la voile. Essayer de garder ma famille le plus longtemps possible. Ça, c'est un défi personnel. Non, parce que si on fait le tour de tous les marins, c'est pas toujours facile de conjuguer les deux. Du coup, ça, c'est un défi à long terme qu'il faut que je réussisse si je veux pas finir tout seul. Donc, il y a ça. Et sinon, non, j'aime beaucoup les défis sportifs. Il y a des choses sur lesquelles je commence à m'intéresser et je sais pas, des grands trails, c'est un truc qui me tape un peu dans l'œil, mais dans le coin de l'œil, mais c'est quelque chose où physiquement il faut vraiment être fort. Et ça, c'est un petit défi personnel que j'aime bien faire. Faut pas que j'attende trop longtemps parce que sinon je pourrais plus le faire. Donc, faut que je m'y colle. Faut que je m'y colle. Voilà, faut que je le programme ça. Mais ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Et on peut savoir ce que c'est? Ah bah j'ai pas de. C'est un grand trail. Voilà, j'aime bien faire un truc un peu long. Voilà, pas de truc de sadomaso, mais quelque chose qui est un peu, qui est un petit peu, qui soit vraiment dur, mais pas non plus sadomaso. Voilà. Une Saint-Élion, un Tour du Mont Blanc, un truc comme ça? Un truc en montagne, ce serait pas mal, ouais. Ok. Pour tout dire, on a déjà regardé avec un copain le Tour du Mont Blanc. Bah voilà, typiquement. Non, mais c'est vrai que c'est une très belle course. C'est sacrément. Ouais. J'ai presque envie de dire sacrément débile parce que c'est vraiment un gros effort physique, mais c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. David, ça va bientôt faire 1 heure qu'on discute. Pour comprendre effectivement comment on fait pour te suivre. Est-ce que tu as des réseaux en particulier, des livres, des films ou des réseaux sociaux? Et ben le réseau social, ouais, c'est le Facebook. Donc j'ai un Facebook Davy Baudard Navigateur où en fait je mets. Alors en ce moment il n'y a pas grand chose parce qu'il se passe pas grand chose dans le milieu maritime. Mais si on repart un peu en arrière sur la Jacques Vabre, et ben c'était mis à jour quotidiennement avec nos récits, des vidéos de nous en mer, la carto. Voilà, il y avait toutes ces choses-là qu'on pouvait suivre là-dessus, des liens vers les sites des courses. Toutes ces choses-là, mais le Facebook, c'est ce qui marche le mieux à l'heure actuelle, c'est ce qui est le plus facile. Et alors du coup, pour... imagine quelqu'un veut se lancer dans la voile, qu'est-ce que tu lui dis? Eh ben de pas lâcher le morceau, ça c'est sûr, parce que c'est pas facile au début, c'est très dur, mais il faut pas lâcher et si l'envie elle est là, si l'envie réelle est là au début, ça ne peut que marcher. Des conseils en particulier à suivre, des écoles, des éléments, des formations? Bah, des conseils, en fait, il faut essayer de bien s'entourer, d'aller vers les bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions. Je pense avant de commencer réellement le projet, faut vraiment avoir les bonnes réponses à ces questions, être assez méthodique là-dessus. Et après, voilà, hein, c'est une fois qu'on a tous les bons éléments et l'envie, je pense que ça peut que marcher. Donc s'ils veulent des conseils, ils m'appellent. Comment on fait pour te joindre du coup? Mon téléphone est partout en libre service, malheureusement. Non, mais j'ai beaucoup de
de jeunes qui m'appellent en fait, enfin de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, qui veulent se lancer sur des parcours mini, dans circuits mini et comme moi je suis passé par là, enfin j'en fais encore depuis de longues années, j'ai pas mal de choses faciles à leur donner, enfin des points clés à faire, voilà. Assez régulièrement j'oriente les personnes là-dessus. Donc je fais déjà un peu ça et ça me plaît pas mal en fait. Tu t'en as un en particulier que tu veux partager pour ceux qui veulent se lancer dans la mini? Des choses en particulier? Oui, après les questions qui reviennent assez souvent, c'est qu'est-ce que je dois prendre comme bateau, voilà, sachant que voilà, suivant le profil de la personne, je vais les orienter vers des choses différentes. Où est-ce que je dois venir m'entraîner avec mon bateau, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça implique en termes de temps de préparer les courses. Qu'est-ce que ça implique comme budget, voilà, ce genre de choses. En fait, c'est des choses que je maîtrise assez bien, donc je peux leur donner tout de suite la réalité en fait sur le projet. David, merci d'avoir pris ce temps avec moi. J'étais ravi d'avoir fait ta connaissance. Eh ben, c'était un plaisir. Et puis à bientôt pour le prochain défi. Eh ben, ça marche, avec grand plaisir. À bientôt, salut. Ciao. Et bonne pizza. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt.